J'ai vécu ma vie sur les vagues de San Clemente, en Californie, un surfeur passionné, l'eau salée coulant dans mes veines et ma passion pour l'art est restée tout aussi inébranlable. Alors, quand la crise de la Covid a frappé, j'ai eu l'impression qu'une tempête s'abattait sans prévenir. Je me souviens de la douleur dans ma poitrine, de la fièvre qui transformait chaque respiration en corvée. Ma femme, qui avait probablement attrapé le virus de moi, était tout aussi embrouillée, aucun de nous ne soupçonnait plus qu'un rhume tenace. Quand nous avons réalisé que c'était bien plus grave, 5 jours s'étaient écoulés et je ne faisais que m'affaiblir. Nous sommes arrivés à l'aile Covid improvisée de l'hôpital, une zone isolée enveloppée de bâches en plastique qui flottaient dans l'air vicié et filtré. Des équipes médicales, vêtues de matières dangereuses, avançaient comme des spectres dans les couloirs étroits. Mes poumons, autrefois mon moteur pour chasser les vagues de l'aube, s'étaient tellement détériorés qu'ils s'étaient déchirés. Je n'oublierai jamais la ruée frénétique des infirmières, alarme hurlante, alors qu'elles me conduisaient au scanner. Le verdict fut brutal, mes tissus pulmonaires fragiles se déchiraient. Quand le médecin entra enfin, son visage était marqué par l'inquiétude. « Il faut vous endormir sous sédatif et vous placer sous respirateur », dit-il doucement mais fermement. J'acquiesçai, connaissant déjà la procédure, j'avais entendu les statistiques. La plupart des gens dans cette situation ne survivent pas, murmurai-je. Il croisa mon regard et me dit, certains survivent. Ma résistance instinctive s'éleva, je préfère ne pas être intubé. Il fut clair, si vous ne l'êtes pas, vous ne vous en sortirez pas, j'avalai difficilement ma salive. D'accord, concédai-je. Essayons le coma. Ce matin-là, ma femme m'a rejoint dans le couloir silencieux de l'unité de soins intensifs. Avant que le sédatif ne fasse effet, j'ai insisté pour passer 2 appels rapides, d'abord à mon fils, puis à ma mère, juste pour entendre leur voix une dernière fois. J'ai rappelé ma femme pour lui dire « Je t'aime ». Si Dieu me rappelle, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais s'il vous plaît, ne les laissez pas éteindre cette machine. Sur ce, ils m'ont administré le gaz, et ma conscience a sombré dans le noir. On m'avait prévenu que les chances étaient minces, en moins de 20%. Le temps perdait tout son sens dans ce vide. Puis, presque imperceptiblement, j'ai émergé. Je n'avais pas de vision extracorporelle de moi-même, j'avais plutôt l'impression d'être libéré d'une cage. Ma toute première pensée fut d'une pureté surprenante, je ne suis pas ce corps. Libéré de ses entraves, c'était comme respirer le souffle le plus expansif du monde, chaque cellule s'éveillait, chaque battement de cœur témoignait de ma survie. Je me suis senti grandir, m'éveiller à la vérité de qui j'étais vraiment. Une présence immense et infinie a envahi chaque recoin de ma conscience, je n'étais pas seulement un corps ou un esprit, mais pure lumière et énergie. Cette prise de conscience m'a submergé en un instant, si bouleversante que j'en ai eu le vertige. Comment avais-je pu oublier cela? Les mots me manquaient pour exprimer cette sensation, j'étais aspiré vers le haut, à travers un tunnel lumineux, comme si un léger aspirateur me ramenait à la maison. À mesure que je me dissolvais plus profondément dans ce courant lumineux, mon sentiment d'identité diminuait, non pas parce que je devenais plus petit, mais parce que je me souvenais de l'infini. Ce que j'avais autrefois appelé moi-même n'était plus qu'un grain de poussière flottant dans l'immensité de l'existence. Pourtant, il n'y avait aucune peur en moi, plutôt une paix exquise, comme si chaque fibre de mon être était enfin en paix. Ce souvenir prit forme sous la forme de milliards de petites lumières telles des enfants joueurs dansant au cœur de mon âme, chacune me chatouillant de joie. Le pur plaisir était presque insupportable. Puis, d'un seul coup, à couper le souffle, une lumière éclatante m'envahit, et je sus sans l'ombre d'un doute, c'était mon père. La lumière qui m'enveloppait était la même force douce que mon père terrestre manifestait lorsqu'il me berçait enfant. Ma seule pensée fut, Dieu merci, il me tient. Je me suis fondu dans cette chaleur, profondément en sécurité et aimé. Mais c'était plus que de l'affection paternelle, c'était l'amour de tous mes ancêtres, chaque génération tissée dans cette étreinte, me guidant vers une étreinte intemporelle et infinie. Je comprends maintenant pourquoi les gens ont du mal à décrire une telle rencontre. C'était davantage une sensation profonde qu'un spectacle visuel, une énergie pure, sans horloge ni calendrier. À mon retour, j'ai eu l'impression que 1000 ans s'étaient écoulés, même si le temps s'était arrêté dans ce royaume de paix parfaite. Puis, sans prévenir, une autre force s'est abattue sur nous, une vague de lumière si intense qu'elle ressemblait à un courant jet cosmique. Elle nous a propulsés à une vitesse inimaginable, comme si nous foncions à travers les étoiles. Chaque petite étincelle de lumière en moi était balayée, et j'ai craint de m'éteindre complètement. À cet instant, j'ai cru sincèrement que j'allais cesser d'exister. Soudain, tout s'est arrêté, le silence m'a enveloppé,
une immobilité absolue m'envahissait de toutes parts. Puis, une voix douce a percé le vide, il est temps de revenir. C'était comme un écho de mes propres pensées, un étrange dialogue intérieur, nous sommes désolés que cela ait dû se passer ainsi, mais tu avais besoin de comprendre, et maintenant tu dois revenir. La confusion m'a envahi, retourner où? La réponse est venue aussi clairement qu'un murmure dans le vent, Maria et Dylan t'attendent. Mon cœur se serra. Dans ce royaume de lumière infinie, je les avais oubliés, perdus dans l'infinie paix, jusqu'à ce qu'une pensée me traverse, bien sûr que j'y retournerai. J'y retournerai. C'était comme si je venais de m'engager pour une mission bien plus grande que moi. La voix me rassura, ne t'inquiète pas du comment ni du quand. On te dira que le retour sera douloureux, mais tu tiendras le coup. Nous avons besoin que tu deviennes plus fort et que tu partages ce que tu as appris. La résolution me parcourut les veines tandis que j'acquiesçais, m'engageant dans un voyage que je ne pouvais ni nommer ni imaginer. Au début, le retour me parut sans effort, comme une plume emportée par une légère brise, dérivant vers le sol. D'accord, pensai-je, j'y retourne. Mais la descente changea bientôt. L'air se resserra autour de moi, comme si j'étais comprimé dans le goulot d'une bouteille, chaque respiration devenant plus serrée, plus pressante. La panique m'envahit, j'essayais de faire demi-tour, de me détourner de la pression, mais j'étais impuissant. Soudain, une secousse brutale me projeta dans mon propre corps. Je ne me souviens pas d'avoir cligné des yeux, je me souviens seulement du choc de la prise de conscience, me demandant où cet autre monde s'était terminé et où celui-ci avait commencé. Obscurité. Mur en plastique. Des silhouettes en combinaison de protection se profilaient autour de moi, leurs visages masqués par des masques et des visières. À cet instant, j'ai réalisé que je ne me souvenais plus de ce à quoi ressemblait réellement un visage humain. Qu'est-ce que c'est que ces trucs, me suis-je demandé, tous mes sens en éveil, convaincu que je n'étais pas au bon endroit, que j'étais parti pour une éternité. Plus tard, j'ai appris la vérité, 28 jours dans le coma. 2 jours seulement après mon naufrage, les médecins avaient conseillé à ma femme d'envisager d'éteindre mes appareils. Elle avait refusé. Chaque jour supplémentaire signifiait davantage de sédatifs fentanyl, propofol, Versed, pentobarbital qui coulaient dans mes veines, détournant le précieux sang de mes membres et de mes organes. En 4 semaines à peine, je suis passé de 95 kg à seulement 47 kg. Au début, je n'étais plus que le squelette de l'homme que j'étais autrefois. Quand je me suis enfin réveillé, la première chose que j'ai réalisée non pas visuellement ni auditivement, mais avec une panique viscérale et brutale, c'est que je ne pouvais plus bouger. Au début, je me suis convaincu d'être ligoté, comme si j'avais été enchaîné comme un prisonnier ou étendu sur une plaque de métal froide pour une horrible autopsie extraterrestre. Le monde autour de moi n'était qu'un flou de lumière fluorescente crue, le sifflement constant des machines et l'odeur âcre d'un antiseptique. Les jours ont passé avant que le visage de ma femme ne devienne net, ses larmes scintillant dans la lumière stérile, et que je comprenne que j'étais exactement là où je devais être. J'ai essayé de parler, de libérer mes membres, mais ma voix avait disparu, mon corps était totalement insensible. Partout où je regardais, des tubes serpentaient en moi, l'un d'eux s'enfonçant dans ma gorge jusqu'à ce que les médecins finissent par percer un trou pour une trachéotomie. Dans la confusion de la douleur et de l'étourdissement, j'ai failli me mordre la langue en essayant d'expulser ce tube étranger. Ce n'était là, j'ai compris plus tard, que le début de mon combat. 4 mois et demi exténuants se sont écoulés avant que je ne franchisse la porte de l'hôpital, chaque jour étant une victoire sur une nouvelle complication, un nouvel échec que je refusais de laisser me définir. Il y avait des infections à combattre, des muscles à réapprendre, des souvenirs à retrouver, et à travers tout cela, j'ai découvert une vérité plus puissante que toute peur, les choses finissent par s'arranger. Même lorsque la nuit semble la plus sombre, l'aube se lève. Quand je parle de responsabilité aujourd'hui, je parle d'affronter les erreurs avec une lucidité absolue. Cela signifie décortiquer ce qui a mal tourné sans excuse, sans demi-vérité et s'engager à ne plus jamais recommencer. À ce niveau d'honnêteté, l'auto-illusion n'est tout simplement pas envisageable, l'esprit devient votre serviteur ou votre geôlier, et je choisis la liberté à chaque instant. Je me demande encore comment tirer le meilleur parti de cette expérience. Ma vie est riche, remplie d'amis qui me soutiennent et d'une famille que j'adore, et je ne partage mon histoire qu'avec ceux qui me le demandent. Certains se penchent, prêts à écouter, d'autres se détournent, sans préparation. On ne peut pas forcer quelqu'un à cheminer, on ne peut l'accueillir qu'avec compassion. C'est normal de se sentir perdu, leur dis-je. Tu n'es pas seul, et tu n'as pas à avoir peur. Pour quiconque vous cherche, cette même empathie bienveillante est tout ce dont il aura besoin.